Au mois de mai de l'année 1601, le bourreau de Londres, qui avait nom Besnac, dressa une haute estrade précieusement ornée de drap rouge à franges d'or, ce qui indiquait qu'il traiterait une personne de qualité. Elle arriva accompagnée de 6 hommes d'armes et de 2 prêtres. C'était une jeune fille à longue et opulente chevelure blonde, tordue en tresses. Elle portait une tunique blanche de pur lin et par privilège avait pu garder ses chaussures, qui étaient de verre. Les prêtres la quittèrent au bas de l'échafaud et seuls 2 hommes d'armes l'y firent monter par une échelle droite, dont les échelons avaient été soigneusement capitonnés de laine écarlate. Après quoi, les soldats se hâtèrent de descendre et de prendre à leur tour place à l'ombre de l'estrade. Besnac, le bourreau, la fit asseoir sur un escabeau garni d'un beau coussin de soie rouge et attendit. La foule murmura, car il lui tardait de voir commencer les tourments de la belle, dont j'ignorais le crime, chose dont je ne me soucie guère d'ailleurs. Enfin, celui qu'on attendait fut annoncé par un bref coup de trompe. C'était le juge Undgrinham, qui avait pour mission de lire la sentence dernière et de régler l'ordonnance du supplice. Je détestais le juge Undringham, qui était laid, vaniteux et gros comme un vieux blaireau. Il s'approcha en boitillant de la condamnée et la souffleta légèrement du parchemin qu'il tenait à la main. C'était contre les règles et j'en fus sincèrement outré. Sur quoi Besnac se mit à rire, ce qui également était à l'encontre de la bienséance et de ses devoirs de justice. Je ne sais ce que le juge se mit à déclamer en suivant du doigt l'écriture de son parchemin, mais ce dut être certes effrayant, car la jeune fille se mit à pousser les cris lamentables et à se tordre les bras de désespoir. En voyant Besnac porter la main à une sorte de calmar de cuir rouge qu'il portait à la ceinture, je compris qu'il allait en tirer les fins instruments d'acier servant à écorcher le visage de ses patients. Il brandissait un long trivelin dont il voulait percer les joues de la condamnée quand une plaisante idée me vint. J'invoquai prestement l'esprit de la funèbre et je fixai les yeux sur Andringham, Besnac et les lourdes tresses blondes de la jeune fille. Aussitôt, ces tresses se mirent à se tordre, à fouetter l'air avec des claquements de lanière et à, laissez-moi rire encore, saisir à la gorge le juge et le bourreau. La condamnée s'évanouit, mais les tresses tenaient bon et, secouant les 2 bonhommes comme des pantins de loques et de sang, les étranglèrent proprement. Miracle, miracle! C'était la foule qui entrait en jeu, affirmant hautement son droit de justice personnelle en massacrant sur l'heure les hommes d'armes et les moignons, et en délivrant la jeune fille, qu'ils emmenèrent en triomphe. Je ne sais ce qui en advint. Du reste, je ne m'y intéressais plus. Ce fut par une journée chaude de juin que le petit Winterrust eut la tête tranchée à Tyburn. Oh, je n'aimais pas Winterrust, car Pierre Pondard n'avait vécu depuis des années entre Kingston et Tower Hill. Et malgré l'esprit de la funèbre, je n'aurais pas songé à faire tort au bourreau d'une si odieuse tête. Mais j'étais ce jour de joyeuse humeur. J'avais bu de la bonne et douce halle de Camden, servie dans un gobelet d'argent, et mangé un pâté d'ortolan gras absolument délectable. Outre cela, Crazy Crow, le butler, s'était installé sous mes fenêtres et n'avait fait rire à m'en faire claquer la rate. Il fallait achever dignement une journée si bien commencée. Winterrust monta bravement à l'échafaud, s'agenouilla et la large épée du bourreau s'abattit sur sa nuque. Cling fit la lame en vibrant et la tête sauta sur le plancher. Mais au même instant, l'exécuteur et ses 2 valets se mirent à pousser de hauts cris. Winterrust était toujours agenouillé, la tête sur les épaules. Heureusement, le juge qui assistait au supplice était un homme de grand bon sens. Sorcellerie, s'écria-t-il, la tête vient de lui repousser. Bourreau, faites votre devoir, qu'on nous délivre de cette hydre. Pour la seconde fois, l'épée s'abattit et la seconde tête alla rouler à côté du billot. Sort Octa le juge.
Mais s'il ne put en dire davantage, tant il se sentait horrifié en voyant une troisième tête bien en place sur le cou de Winterrest. Cling! Elle fut tranchée, comme les deux autres. L'instant d'après, bourreau, valet et juge se précipitèrent au bas de l'estrade, tandis que Winterrest, nanti d'une quatrième tête, se levait en disant C'est assez. Mais je n'aimais pas Winterrest, et je n'évoquais plus l'esprit funèbre quand 3 heures plus tard, on le brûla vif sur un bûcher abondamment arrosé d'huile et de bois. Bah, on se lasse des meilleures choses. Un jour, 2 heures durant, je fis sonner du corps par un pendu accroché haut et court à la potence. J'éparpillai une demi-douzaine de bûchers et j'en fis jaillir des torrents d'eau au moment où les bourreaux y mettaient le feu. Un bonhomme de Twickenham était sur le point d'être écartelé par 4 robustes étalons du Sussex. Les chevaux se changèrent en colombes et il profita du désarroi général pour prendre le large. Je dus cesser le jeu, car le Parlement allait décréter Tyburn Place impropre aux futures exécutions, et j'aurais été privé de spectacles qui me divertissaient fort. Je me troublais plus les œuvres de justice, et je me consolais en allongeant de 2 pouces, par la puissance de la funèbre, le nez de toutes les habitantes de Spite Street. Malheureusement, je ne songeais pas à en faire autant du mien et je fus sur l'heure jeté en prison. Convaincu de criminelle sorcellerie, il va de soi que je n'y restais pas longtemps. Quelques minutes plus tard, je m'évadai avant, ayant pris forme de souris. Je ne sais quel diable, Adélana, me poussa à m'écrier. Belle et très puissante dame, vous ne pourriez plus en faire autant. C'est vous qui le dites, jeune présomptueux, se moqua-t-elle. Allons, à moi, ma chère funèbre, à moi. Sa massive silhouette se fendit comme une vapeur et une petite souris grise monta le long du candélabre de fer et se mit à ranger avec un évident plaisir les larmes de suif des chandelles. Et de deux glapit le chat-mur en s'élançant. En un tournement, la souris fut croquée. Peur, miaula mon compagnon en reprenant sa place sur mes genoux. Ce n'est pas nouveau, et j'en ai bien regret. Mon vieil ami le chat botté en avait déjà fait autant.